C'est une petite broche en forme d'œil ouvert, une légion d'honneur à l'envers, une rosette honteuse qui se dissimule sous le revers droit du veston, mais qui, exhibée à l'entrée des maisons de plaisir, ouvre toutes les portes et délie toutes les langues. C'est l'œil de la police, l'emblème de la brigade mondaine d'avant la Grande Guerre. Un œil qui voit tout, ne se ferme jamais et dont le regard pénètre jusque dans les alcôves les plus discrètes, à la recherche des secrets les plus intimes. Brigade mondaine, c'est la dénomination que choisit le préfet de police lorsqu'il crée en 1901 une unité chargée de la surveillance des lieux de plaisir et de la prostitution au sein de la police parisienne. Une brigade qui s'installe au 36 quai des Orfèvres, dans le sein des seins de la police judiciaire et dans l'imaginaire collectif. Depuis, on dit la mondaine, comme on dit la crime, quelle que soit la dénomination officielle de la police des mœurs. Mais si les missions de la brigade criminelle sont évidentes et immuables, enquêter sur les crimes de sang et en appréhender les auteurs, celles de la police des mœurs sont beaucoup plus difficiles à cerner. Les contours en sont plus flous, les finalités plus troubles. Parce que si un meurtre reste un meurtre aux yeux de la loi, quelle que soit l'époque, ce qui distingue les bonnes des mauvaises mœurs varie considérablement d'une époque à l'autre. L'histoire de la mondaine oscille de part et d'autre d'une ligne jaune qui sépare la mauvaise vie des bonnes mœurs, le crime de la loi, le vice de la vertu. Les rapports entre le sexe et la loi sont les plus vieux du monde. Il suffit de prendre les 10 commandements. Et depuis, ça ne s'est pas arrangé. C'est-à-dire que la loi s'est toujours intéressée, d'une façon ou d'une autre, à tous les aspects de la sexualité, quels qu'ils soient. En s'occupant de la sexualité dans les livres, dans les films, dans la vie, dans tout ce qu'elle peut avoir comme aspect, donc passant de la masturbation jusqu'à la partouze. Tout a été examiné à un moment ou à un autre. Il n'y a pas de période où le droit existe et où la sexualité ne fasse pas partie de son objet, en quelque sorte, de préoccupation. Le législateur serait donc en quelque sorte un obsédé sexuel. Une obsession qui se cristallise autour d'une figure, incarnation éternelle des mœurs dévoyées, la prostituée. Étaïr, ribaude ou putain, fille de joie, de nuit ou de barrière, gagneuse, pierreuse ou lorette, les prostituées ont été tour à tour, au fil des siècles et au gré des gouvernements, pourchassées, recluses, bannies ou protégées par les autorités policières. Leur activité a été selon les époques interdite, autorisée ou réglementée et soumise au contrôle policier. Même si on remonte à l'Antiquité, on trouverait les mêmes rapports troubles entre police et prostituées. La police, faut être clair, c'est pas du tout un fantasme, c'est pas un mythe, fonctionne essentiellement sur indication. Si quelqu'un, comme on dit en termes argotiques, ne balance pas une affaire, ou quelqu'un, c'est extrêmement difficile pour les policiers d'avancer dans des affaires criminelles, qu'il s'agisse de vol, d'assassinat, de meurtre. Et il se trouve, pour des raisons diverses, qu'il y a des liens entre un banditisme professionnel, on va dire, si vous voulez, ou d'habitude, et le monde de la prostitution, dans ce qui fait que le monde de la prostitution, les prostituées elles-mêmes, mais également, bien sûr, les tenancières de ces maisons de tolérance, sont de véritables anthologies, des bottins du monde criminel, et ont des informations, j'allais dire, de première main. La prostitution, elle met en place différents acteurs. Elle va mettre la prostituée, qui est la victime, entre guillemets. Vous avez le proxénète, vous avez le bordelier, vous avez le placier, vous allez avoir le bistrot où ces garçons se réunissent, le bistrot où se réunissent les filles, le quartier où elles exercent, le quartier où ces messieurs, souvent voisins, siègent, etc., etc. Tout ce petit monde-là, c'est ça qui forme le milieu. Après,
C'est ça la définition première du milieu. Après vont s'agréger sur ce milieu de la prostitution d'autres milieux périphériques, au milieu des voleurs, et puis des gens qui vont fournir des faux papiers, des gens qui vont fournir des armes, etc. Mais le vrai milieu, quand on est chez les voyous à l'ancienne, quand on discute avec eux et qu'on parle de milieu, c'est le milieu de la prostitution. Pour lutter efficacement contre la criminalité, la police doit donc légitimement garder en permanence un œil ouvert sur l'activité des prostituées. Et cet œil, c'est la mondaine. Le problème, c'est que si les filles de joie ont partie liée avec les mauvais garçons du milieu, elles ont aussi des clients. Des clients issus de tous les milieux sociaux et surtout de tous les horizons politiques. D'où une autre activité de renseignement beaucoup moins avouable, confiée à la mondaine, la compilation systématique de tous les vices, travers et perversions des personnalités en vue. Les affaires de mœurs ont toujours été une mine d'or pour la police. Et alors pour la police politique, encore plus. Pourquoi ? Parce que cette police politique, qui à Paris dépend du préfet de police, évidemment, elle recherche tous les renseignements qui peuvent être utiles, soit pour savoir des choses et faire croire que le préfet est omniscient, qu'il est partout, soit même pour monter des opérations contre les opposants politiques. C'est aussi bien connaître les travers de ses ennemis politiques pour en jouer, voire pour faire répandre des rumeurs sur eux, et notamment des rumeurs touchant à des déviances sexuelles, à un comportement familial anormal, etc. C'est-à-dire tout ce qui peut les affaiblir, tout ce qui peut être exploité par la presse. D'ailleurs, à maintes reprises, on s'aperçoit que dès lors que la police politique a recueilli des informations touchant à une vie privée, on dira désordonnée, d'un adversaire, eh bien bizarrement, il y a des fuites dans la presse. Et pour exercer cette activité clandestine, la mondaine dispose d'un outil tout aussi clandestin, les blancs. Un blanc, c'est ça, un rapport rédigé par un policier de la mondaine, à la main, sur un papier libre, souvent sans en-tête et généralement signé d'un pseudonyme. Une lettre presque anonyme, qui n'a aucune existence officielle, rend compte par le menu des ébats de tout un chacun et dont la lecture est réservée à des yeux avertis. Monsieur X, Eugène, ancien garde des Sceaux, est un client assidu d'une maison de rendez-vous du quartier de l'Odéon. Il fréquente ce lupanar depuis une trentaine d'années. Il est devenu un ami de la maison et, comme le dit le proxénète, c'est un pote. Chaque matin, la fournée de blancs rédigés dans la nuit est glissée sous la porte du patron de la brigade. Il les trie, les expurge, les corrige et retranscrit dans une version édulcorée ceux qui lui semblent présenter un intérêt particulier à l'intention du préfet. Pas question ici de poursuite judiciaire. Compilées, numérotées, archivées, les sulfureuses informations des blancs de la mondaine viennent alimenter les dossiers secrets de la préfecture. On y trouve quoi ? On y trouve tous les éléments concernant les bordels de Paris. Qui les dirige, qui les anime, qui y travaille, quels en sont les clients connus, quelles sont les pratiques qu'ils souhaitent, etc., etc. Et à partir de là, on se dit également que, puisque les informateurs de police, qui sont pour beaucoup dans l'alimentation de ces dossiers blancs, sont à la solde de la police politique, eh bien, ils peuvent naturellement recueillir des choses vraiment entendues, mais ils peuvent aussi les inventer. Et à plusieurs reprises, j'ai constaté que, s'agissant de personnalités de l'époque, des opposants, je pense notamment à Jaurès, on a essayé d'inventer des affaires de mœurs à leur encontre. En 1895, Jean Jaurès est l'homme qui monte. 3 ans plus tôt, son engagement en tant que journaliste, aux côtés des mineurs du Sud-Ouest en grève, l'a brutalement projeté sur le devant de la scène politique. Le gouvernement a plié devant les grévistes, et Jaurès, élu député, se fait à l'Assemblée l'inlassable défenseur de la classe ouvrière. À la préfecture de police, on a bien entendu un dossier sur le bouillant Jaurès.
Un dossier qui, manifestement, manque de croustillant. Qu'à cela ne tienne, calomnié, il en restera toujours quelque chose. Sur Jaurès, il y a une mention, il y a un papier manuscrit, vraisemblablement émanant d'un informateur de police qui fait croire qu'il aurait eu des relations avec une jeune fille et que la maman de la jeune fille est disposée à en parler. On comprend bien, on lit le texte, on a compris que c'est un coup monté et que l'informateur en question est en train de dire à son officier traitant « Si vous voulez, je peux monter ce coup ». Et là, on voit bien qu'il y a un ensemble de pratiques, vieilles pratiques, d'un autre temps, mais que la police politique des débuts de la Troisième République continue d'assumer. Cette surveillance n'est pas réservée aux seules personnalités en vue. En 1900, la population parisienne avoisine les 3 millions d'habitants. À la même époque, 500 000 personnes auraient été ainsi fichées, soit 1 habitant sur 6. Pour alimenter cette logorée de notes, de fiches, de dossiers, une véritable industrie du renseignement se met en place. Pas un policier, pas un officier de paix qui n'entretienne son réseau d'indicateurs, de cousins dans l'argot de la police. Et pour s'attacher leur service, tous les moyens sont bons. Menaces, violences, harcèlement, mais aussi indulgence, protection et petits arrangements au nom d'intérêts convergents. À ce jeu-là, les flics de la mondaine excellent. On a souvent tendance à dire ou à croire que quasiment toutes les prostituées sont des informateurs de police. Moi, j'ai envie de dire par expérience que c'est plutôt les proxénètes qui sont tous des informateurs de police. Il y a une expression, on parle des condés. Aujourd'hui, même dans les banlieues, on dit « Ah, les condés. Un condé, ça veut bien dire, c'est pas les flics en général, les condés à l'origine. Un condé, c'est un policier qui vous protège, qui vous donne un petit papier normalement et qui vous dit « Voilà, touchez pas à ce monsieur ». Ça s'adressait à qui, les condés? Ça s'adressait généralement à des proxénètes qui étaient frappés d'une interdiction de séjour. L'interdiction de séjour, à l'origine, elle est majoritairement faite pour les proxénètes. Elle apparaît à la fin du 19e siècle. Elle les vise, eux, pourquoi? Parce qu'on veut les écarter des grandes villes qui sont des centres prostitutionnels. Et donc ces proxénètes-là, pour pouvoir retourner malgré la trique, malgré l'interdiction de séjour, ils vont négocier avec certains flics, certains d'entre eux, et ils vont avoir ce qu'on appelle le condé. C'est-à-dire, on va dire, tu me fais sauter mon interdiction de séjour, et tu me donnes un petit papier en cas de contrôle, et moi, en contrepartie, je vais te filer des infos. Voilà. Donc c'est un truc qui a toujours marché ensemble. Proxénétisme, prostitution, police, balance, enveloppe, tout ça, c'est un même univers. Voilà. Alors, qui s'est plus ou moins assaini. De temps en temps, il y en a un qui tapait du poing sur la table, un préfet de Paris, par exemple, qui disait « Bon, maintenant ça suffit, les compromissions, les trucs, il faut nettoyer un petit peu ça. » Et puis, chasser le naturel, il revient vite au galop. Dès la fondation de la Troisième République en 1870, les scandales pleuvent sur la préfecture. Violence, arrestations arbitraires, harcèlement, la presse en fait ses choux gras et les agents des mœurs deviennent l'incarnation de tous les abus policiers. Avec en toile de fond le fléau le plus redouté par la démocratie naissante, la corruption. Une critique récurrente, c'est ça, c'est la corruption et la toute-puissance de la police. Et les archives sont pleines de prostituées qui portent plainte parce que les policiers sont des proxénètes honteux, pour violences policières, pour harcèlement policier, enfin oui, qui sont confrontés à un milieu où il y a beaucoup de tentations aussi. Puis les filles n'hésitent pas non plus, pour toutes sortes de raisons, bien évidemment, à les acheter, à les corrompre. Donc s'il y a corrompu, c'est qu'il y a corrupteur. C'est lié quand même au recrutement des policiers qui sont pour l'essentiel à 99% d'anciens soldats
Et il est évident que plonger dans le monde de la prostitution, dans toutes les tentations qui entourent ce monde, ça va de l'apéritif ou de la coupe de champagne quand on entre dans une maison jusqu'à la proposition de consommer, si j'ose dire, gratuitement ou d'obtenir quelques faveurs sexuelles à titre gratuit, eh bien, faut être un saint. Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir une infime proportion capable de résister à ce genre de tentation. Alors, avec la Troisième République, évidemment, les choses vont un peu changer parce que d'abord, on va, comme disait un commissaire de l'époque, créer un concours pour le recrutement d'un certain nombre de gens, notamment les commissaires et les officiers de paix. Et il parle à propos de ce concours d'une digue à la médiocrité du personnel. C'est intéressant comme remarque. Au tournant du siècle, la rigueur républicaine et le rationalisme scientifique bouleversent la pratique policière. Alphonse Bertillon pose les bases de la police scientifique. Photographie anthropométrique, empreinte digitale, l'identité judiciaire fait son entrée au Quai des Orfèvres. En 1906, Georges Clemenceau est ministre de l'Intérieur. « Je suis le premier flic de France », déclare-t-il. Et il choisit aussitôt comme second Célestin Aignon, qu'il nomme directeur de la Sûreté générale. Ce policier de terrain, spécialiste du renseignement, commence par centraliser la masse de fichiers disparates constitués empiriquement par les différents services. Il impose un recrutement sur concours et crée des écoles de police, où l'on inculque aux futurs agents les valeurs de la République et les principes intangibles du droit. Et surtout, il crée les fameuses brigades du Tigre, du surnom de Clemenceau. Des policiers en civil, équipés de voitures, de télégraphes et de téléphones, pouvant intervenir sur tout le territoire. La police nationale est née. Il me faut des résultats. Les résultats sont immédiats. Dès 1907, les succès se multiplient et les 500 agents des Brigades du Tigre totalisent près de 3000 arrestations en 2 ans. Il était temps. La criminalité avait atteint un niveau inégalé. Dans Paris, des bandes de jeunes délinquants des faubourgs terrorisaient le bourgeois. Surnommés Apaches parce qu'ils semblaient aussi irréductibles que les farouches Indiens du Nouveau Monde, ils alimentaient la presse à sensation en faits divers sanglants. En 1902, un de ces faits divers avait déclenché la passion du public. L'histoire de 2 chefs de bande se battant pour les beaux yeux d'une jeune prostituée, Amélie Elie, une fille de Charonne, surnommée Casque d'Or. T'es fâché avec ton homme? Oui, ça te gêne? Oui. Pourquoi? Je veux pas d'histoire, tu comprends? Dans ma bande, il n'y a jamais d'histoire, c'est mauvais pour les affaires. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il faut y dire à ton Roland? Tu veux dire que je l'emmerde? Casque d'Or, c'est quoi d'autre qu'une pierreuse de barrière? C'est une pauvre fille, et t'en as des dizaines quand même à l'époque, avec toujours la même rhétorique, le duel entre les mecs, etc. Et tu sais pas pourquoi, en 1902, cette affaire-là prend un peu plus d'importance qu'il y a un journaliste qui se prend la tête là-dessus du matin, et puis qu'on fait des tartines, et puis tout le monde va reprendre le truc, et puis... Mais celle-là ou une autre, enfin t'aurais pu, cette affaire-là, tu vois, 15 jours après, il y en avait une autre qui était similaire. De fait, le parcours d'Amélie Elie est celui banal de toutes les filles de barrière. Dès 13 ans, elle est en ménage avec un voyou notoire, à peine plus âgé qu'elle. Son homme arrêté, elle apprend auprès d'une mère maquerelle les rudiments de la vie de gagneuse. À 19 ans, elle tombe sous le charme d'un dénommé Mandat, chef de bande et souteneur à la contrescarpe, qui la met aussitôt sur le trottoir. Mais Mandat est volage, et la belle Amélie, lassée, le quitte pour un autre voyou du quartier, le K. Des mois durant, les 2 Apaches vont s'affronter, au couteau, au revolver et même à la hache. Sans doute est-ce ce rare acharnement à se trucider mutuellement qui attire l'attention des journalistes. Arrêtés, Mandat et le K finiront leur jour à Cayenne, au bagne. Amélie, quant à elle, deviendra un temps la coqueluche du tout Paris, avant de connaître une vie rangée de mère de famille. Tous les hommes à l'époque ont quasiment une fille. C'est la tribu, si j'ose dire, à peu près indispensable du voyou. Pourquoi? Parce que la prostituée à l'époque, elle est l'équivalent quasiment du voyou. C'est-à-dire que la fille qui est voyoute, eh ben, elle est pute, en gros. Et donc quand elle est pute, elle est maquillée qu'un voyou
pendant qu'il va voler, pendant qu'il va faire je sais pas quoi, elle tapine. Pour faire un bon proxo, qu'est-ce qu'il fait? Pour faire une bonne gagneuse, il faut quoi? Il faut un emplacement prestigieux. Donc, la fille, elle va commencer sa carrière où? En périphérie des grandes villes, dans la zone, les bas-fonds, les boulevards extérieurs, les trucs mal éclairés, avec les mecs qui n'osent pas trop s'aventurer. Enfin bon, tout ça, ça reste très bas-fond. Et puis, plus il va s'élever dans la carrière, plus il va se faire une cote, hein, comme on dit chez le voyou, plus il va prendre des épaules, plus il va avoir le droit de pénétrer dans la ville, dans les quartiers festifs, dans les quartiers de nuit, dans les quartiers où on sort, où là, il y a plus d'argent, où là, les passes se négocient plus cher, pour arriver au sein des saints, c'est-à-dire les grands boulevards, les halles. Et alors, le sac, c'est la maison, le Graal, c'est la belle maison close du 9e ou du 2e, où il va pouvoir placer sa fille, parce que là, il est sûr de bien travailler, enfin, elle surtout, et lui de boire des coups et de manger tranquillement à sa faim en attendant. La maison close, Graal des proxénètes, et lieu incontournable de la vie sociale. Du milieu du 19e siècle au milieu du 20e siècle, on va au bordel comme on va au bistrot. On y rencontre ses amis, on y parle affaires ou politique, entre hommes de bonne compagnie. Car les maisons reproduisent dans leur hiérarchie les clivages sociaux du 19e siècle. On s'y encanaille, certes, mais bourgeois d'un côté, ouvrier de l'autre. Dis-moi quel bordel tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Jusqu'aux hommes d'église qui fréquentent ces maisons discrètes, comme en témoigne l'écrivain Alphonse Boudard, ancien voyou et grand connaisseur de la question bordelière, devant les caméras de France 3 en 1986. On est tout à côté de l'église Saint-Sulpice et là, il y a une petite maison au 36 qui était tenue autrefois par une certaine Madame Betty. Et alors là, sous toute réserve, on dit que la clientèle, du fait de la proximité de l'église Saint-Sulpice, était une clientèle d'ecclésiastiques. Alors venaient là des prêtres en civil, n'est-ce pas, que les putes reconnaissaient plus ou moins, puisqu'ils avaient en général la tonsure et puis des grosses godasses noires, qu'ils avaient un genre particulier. Alors il paraît que les filles qui étaient recrutées là étaient des filles un peu spécialisées pour ce genre de messieurs, qui étaient bien éduqués, qui avaient souvent été dans des écoles religieuses quand elles étaient jeunes. Et alors, comme on est juste en face de l'église, alors on pense que ces curés allaient là faire leur petite affaire, comme c'était un péché, c'était le péché de la chair, vite ils rentraient dans l'église, ils avaient juste le temps de traverser la rue, ils retrouvaient un autre curé qui les confessait, donnait l'absolution, et l'autre, à son tour, partait pour voir une fille, et puis voilà, ça se passait comme ça. Maison de tolérance, maison close, lupanar, plein de mots ont été employés, mais bordel, c'est celui que les gens aiment le plus employer, parce que bon, c'est court, parce que ça va bien, ça englobe tout. Tout le milieu artistique passait dans les maisons, puis tous les hommes politiques, le monde de la finance, des lettres, des arts, tout le monde était là. C'était des rendez-vous conviviaux où tout le monde se retrouvait, pouvait boire le champagne, discuter sans même forcément passer dans les chambres. Hein. Il faut comprendre que les maisons closes, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que simplement abriter les prostituées. Ce sont des endroits où pendant longtemps on trouve tous les plaisirs interdits. Dans les maisons closes, d'abord on ne paye pas du vrai argent pendant longtemps. On a des jetons de bordel. Donc on paye avec une monnaie fictive de jeu, un peu comme au Monopoly ou au casino. Et cet argent va permettre de payer à boire, d'aller au bar, de dîner, de regarder des films. Les premiers films pornographiques, ils sont montrés où? Ils sont montrés dans les maisons closes. On y emprunte des livres, on peut y lire tout un tas de choses, et accessoirement, on y consomme ce que l'on vient y consommer en termes de filles, de garçons ou d'autres spécialités diverses et variées. En 1878, ouvre près de la Bourse un des plus mythiques bordels parisiens, le Chabanais. 1 700 000 francs sont investis dans son aménagement, une somme colossale, à une époque où le salaire d'un ouvrier dépasse à peine les 100 francs par mois. Au rez-de-chaussée, on y est accueilli par la sous-maîtresse dans une grotte en stuc qui occulte l'accès aux étages. Des étages accessibles soit par un grand escalier de marbre, soit, pour ceux des clients qui souhaitent rester discrets, par un ascenseur à double cabine, l'une montant, l'autre descendant.
7 étages voués au plaisir de ces messieurs avec des chambres à thème. La chambre espagnole, la japonaise, la russe, l'arabe. Les salons sont Louis XV ou pompéiens. Les meilleurs ébénistes réalisent les meubles en bois précieux chargés de dorures. Des toiles de prix sont accrochées au mur. Les tentures sont taillées dans les meilleurs tissus. On y croise d'ailleurs la meilleure société. Le prince de Galles, qui en 1901 deviendra Édouard VII, est un assidu. Il se fait même fabriquer ce siège dont l'étrange conformation laisse supposer les imbroglios charnels les plus saugrenus. L'endroit a ses vedettes, telle Mademoiselle Margot, qui en 1900 affole ces beaux messieurs en chapeau. Le Chabanais a ouvert la voie, d'autres suivront avec la même magnificence. Le très sélect Sphinx, boulevard Edgar Quinet, placé sous le signe de l'Orient et de ses mystères. Et le très couru One to Two, ainsi nommé parce qu'installé au 122 de la rue de Provence, où se retrouvera dans l'entre-deux-guerres le gratin de la bonne société parisienne. Pour les clients en goguette ou de passage, on édite même un guide rose compilant les meilleures adresses, décrivant les spécialités, attribuant des notes à la manière d'un guide gastronomique. Le guide rose était l'espèce de Gaumillot des bordels. Alors guide rose, annuaire indicateur des maisons et salons de société, maisons de massage et de rendez-vous de Paris, province et colonies, 1934. Alors là, d'abord, il y a évidemment des publicités de toutes sortes pour le champagne, les vins. Et puis alors là, on trouve par exemple un lit. Patron, soyez moderne, adoptez le costaud spécial pour maison de société. Et c'est un lit. Il fallait bien évidemment des lits avec des ressorts sérieux et tout pour les étreintes là, des maisons. Dans ces parcs d'attractions pour grands garçons libidineux, le client est roi, qu'il demande et il est exaucé, pour peu qu'il en ait les moyens. Toutes les fantaisies, ou presque, sont accessibles au paradis artificiel des bordels parisiens. Ça veut dire les choses les plus folles, redevenir un bébé avec les langes, redevenir se mettre en oiseau avec des plumes, se faire tirer à l'arc, se faire chevaucher avec une espèce de selle de cheval, se faire fouetter. Et puis évidemment, tous les instruments sadomasochistes, il y en avait beaucoup dans tous les bordels. Il y avait, c'était très très bien achalandé avec toute la panoplie de toutes les fantaisies possibles sadomasochistes. Donc ça fonctionnait. C'était en fait les services les plus demandés et les plus chers. Alors rue Navarin, dans le 9e, il y avait beaucoup de maisons de tolérance. On appelait ça chastement maison de société. Alors celle-ci était spécialisée pour les masochistes. C'était, paraît-il, un endroit très cher, très luxueux. Et dans une maison de ce genre, c'était des types qui venaient se faire fouetter, des types qui venaient se faire torturer, ils simulaient des pendaisons, des crucifixions, enfin, c'était vraiment le fin du fin. Et alors là, on avait les nanas en tenue de dompteuse, presque, enfin, avec les guêpières, avec les grandes bottes, les fouets, etc. Une spécialité qui fera la fortune d'Iva Richard, une créatrice de mode spécialisée SM qui s'imposera comme fournisseur exclusif des plus grands bordels et en arborant elle-même ses créations devant les photographes. D'autres catalogues, comme Diana Slip, circulent dans les maisons qui proposent lingerie, colifichets, accessoires de toutes sortes. Les meilleurs photographes signent les clichés. Une véritable industrie se développe autour des bordels. À chaque industrie, ses prolétaires. Derrière les froufrous et la débauche de luxe apparent, les maisons sont des entreprises dont les profits dépendent d'abord de l'assiduité au travail des filles qu'elles hébergent. Des filles soumises à un régime quasi militaire, chambrées, hiérarchie, discipline, punition, avec dans le rôle de l'adjudant-chef, la sous-maîtresse. La sous-maîtresse, c'est elle qui faisait, qui donnait le choix au client, donc qui recevait le client, qui les recevait et qui montrait toutes les filles, mesdames au salon. Donc les filles étaient aguichantes, montraient, elles n'étaient pas nues, elles avaient tout en robe de soirée dans les bons endroits, notamment spécialement Chabanais. Elles étaient un peu aguichantes, mais donc la personne choisissait. Donc est-ce que c'est moi qui vais être choisie? Est-ce que c'était drôle? Donc la maîtresse, la sous-maîtresse s'occupait de ça, s'occupait du
du fonctionnement de la maison, du ménage, de tout. Enfin, il n'y avait que des employés, mais elle supervisait tout ça. Elle supervise ça et la compter, le chiffre d'affaires quotidien des filles. Des filles qui sont payées à la tâche, en fonction du nombre de passes effectuées. Moins, bien entendu, le pourcentage versé à leurs proxénètes. Et comme elles doivent demeurer sur place, dans la maison où elles exercent, déduction faite des frais de pension, de bouche, de toilette. Tout ce dont elles ont besoin à l'intérieur de la maison, c'est la tenancière qui leur vend, mais elle leur vend à des prix prohibitifs. Ça va de la culotte au verre d'alcool qu'elles boivent, ça va aux médicaments dont elles ont besoin en passant par payer le médecin pour un avortement clandestin. Enfin, et toutes ces choses, en réalité, elle les paye à la tenancière. Donc il y a un système de surendettement constant de la fille qui fait qu'elle est véritablement prisonnière du système. Un système d'un implacable cynisme. Plus les filles travaillent, plus elles ont de frais, et plus elles ont de frais, plus elles doivent travailler. Tenir les cadences et respecter les quotas, sous l'œil sans indulgence de la sous-maîtresse. Des quotas qui varient selon le standing de la maison, 5, 6 ou 10 passent la nuit au Chabanais, mais sur les quelques 120 bordels que compte Paris à leur apogée, tous ne sont pas, loin s'en faut, des grandes maisons. Plus on s'éloigne des beaux quartiers, plus ce standing baisse et plus le nombre de passes augmente. Au bout de la chaîne, les maisons d'abattage. Le Moulin Galant, rue de Fourcy, le Panier Fleuri ou le 106, boulevard de la Chapelle. Là, plus de décors grandiloquents, plus de glamour, plus de spécialité. Les passes se comptent en dizaines. Le stakhanovisme avant la lettre en version travailleuse du sexe. Pas de salon cossu pour présenter les pensionnaires aux clients. Le lumpen prolétariat des journaliers, des déclassés, des immigrés, attend son tour devant la porte. Il y avait ces files d'hommes dans la rue extrêmement longues, qui étaient d'ailleurs souvent assez joyeuses. On se racontait ces dernières, sa semaine, comment le travail s'était passé, etc. Et puis on montait dans la maison d'abattage, et puis on redescendait, on laissait sa place. Souvent d'ailleurs, les filles n'ont même pas le temps de se lever. Elles font que ouvrir, fermer les jambes, ouvrir, fermer les jambes, ouvrir, fermer les jambes. Vraiment, là, les filles faisaient 50-60 passes par jour, étaient obligées à la chaîne. C'était vraiment une obligation toute la journée comme ça, pour rapporter au patron. Là, c'était horrible. Au plus bas niveau de la hiérarchie, la maison d'abattage, c'est du taylorisme sexuel. C'est le modèle tayloriste appliqué à la maison de tolérance. C'est exactement ça qui se passe, en fait. Les filles font une tâche mécanique et répétitive, et il s'agit bien, en fait, comme ce commerce est dirigé vers les classes populaires et que les classes populaires ne peuvent pas payer beaucoup, c'est d'arriver à faire quand même de l'argent avec le sexe. Donc pour faire de l'argent avec le sexe, comme on ne peut pas faire payer beaucoup, on multiplie l'activité. C'est le 19e bourgeois qui met en place le réglementarisme, et l'idée, c'est que toutes les énergies sont rentables et que l'énergie rentable, l'énergie sexuelle n'est qu'une énergie parmi d'autres qu'on peut rentabiliser économiquement. Si le commerce du sexe prospère dans ces usines horizontales que sont les bordels de la Belle Époque, c'est parce que l'État en a minutieusement organisé le fonctionnement jusque dans les moindres détails. Au début du XIXe siècle, les règlements municipaux visant à encadrer, limiter, contrôler la prostitution se multiplient. Pas une ville qui ne veuille régenter l'activité des filles de nuit ou en restreindre l'implantation sans jamais toutefois l'interdire. La prostitution est le plus vieux métier du monde. Il serait illusoire de prétendre l'éradiquer. Mais en l'endiguant dans des limites strictes, en organisant son commerce, on imagine pouvoir préserver l'ordre public tout en se dotant d'un puissant outil de contrôle social. Pour les tenants du réglementarisme, c'était vraiment la prostitution est un mal nécessaire, on ne peut pas l'empêcher, les hommes iront toujours voir des filles, mais il faut donner à cette sexualité déviante, la faire se rapprocher le plus possible de la sexualité bourgeoise. Donc il faut disséminer la prostitution et donc créer des maisons de prostitution qui sont complètement invisibles dans la ville, avec des prostituées qui sont enfermées à l'intérieur,
qui, à l'intérieur, produisent une sexualité qui est le plus proche possible de la sexualité bourgeoise. Et comme ça, la sexualité sera bien gardée. Donc tout a été pensé pour que le contrôle soit maximal, en réalité. Et c'est vraiment un contrôle de la sexualité de tous et de toutes, en réalité. C'est éviter au maximum que le sexe, que la sexualité échappe au pouvoir et à ses représentants. Les obligations sont donc légion. Les couloirs des maisons doivent toujours être éclairés, leurs volets clos. L'accès doit s'effectuer à travers un sas, interdisant tout point de vue depuis la rue. Les pensionnaires ont l'interdiction de se montrer aux fenêtres. Les maisons doivent s'établir à l'écart des écoles et des lieux de culte. Aucun homme ne peut y résider à moins d'être client et aucune femme ne peut y pénétrer à moins d'être pensionnaire. Seules des femmes, en revanche, peuvent en être propriétaires. Et que fait la police ? Elle contrôle, valide, accorde les tolérances et, au besoin, les retire. Elle s'assure que les conditions d'hygiène et d'accueil des clients sont respectées et rédige de minutieux rapports sur le fonctionnement des établissements de plaisir. Il faut imaginer aussi que les tenanciers de maison sont toujours à la limite de la légalité, en fait, enfreignent toujours les règlements. Si on cherche bien, ils embauchent des mineurs, ils reçoivent des femmes comme clientes, ils servent de l'alcool à des heures où, quand ils ne le peuvent pas, etc. Et le seul moyen d'obtenir c'est toujours un échange du policier qui n'entame pas une procédure, si vous voulez, contre le tenancier ou d'autres raisons, eh bien, c'est de l'acheter. Et de l'acheter, ça peut être une enveloppe, bien sûr, hein. Ça peut être, comme je le disais, disons, on se paye sur la bête, enfin, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça, hein. On n'est plus dans l'argent, mais ce sont des choses qu'un homme bien constitué, à l'époque, pas forcément qu'une grande moralité, ne refuse pas ou a du mal à refuser. Il faut avoir la tolérance, c'est ça le but, le truc le plus dur. Bon, donc il faut un peu casquer le commissaire, le machin, l'homme politique, il n'y a pas de secret, hein, ça vient de là, les premières connexions entre le milieu et les hommes politiques en France. Premières liaisons dangereuses, elles sont nées avec les maisons de tolérance. Le terme veut bien dire, ça veut dire, c'est une tolérance. Le commissaire local, l'homme politique local, c'est le commissaire local hein, qui donne la tolérance, qui la signe. On pense que dans certains cas, il n'a pas vraiment le choix pour la signer. On vient lui dire, puisqu'on retrouve certaines maisons où il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont actionnaires de ces maisons-là, etc. Hein, des grandes maisons, ils sont dans les tours de table et compagnie. C'est donc tout le système de réglementation de la prostitution qui est corrompu. Corrompu et inefficace. Jamais, tout au long de cette période, le développement des tolérances ne parviendra à endiguer la prostitution de rue. Une prostitution pourtant elle aussi soumise à un contrôle strict des autorités policières et durement réprimée. Toutes les filles de rue doivent détenir une carte de prostituée délivrée par le commissariat. Fichées, elles sont alors à la merci des agents des mœurs, qui les harcèlent sans relâche. D'autant que les obligations réglementaires de ces filles en carte sont aussi draconiennes que celles imposées aux tenancières des maisons. Des obligations tellement lourdes qu'elles ne peuvent que les enfreindre et que beaucoup préfèrent l'illégalité. Les insoumises pullulent, pourchassées sans relâche par les agents de la mondaine. Une femme qui se livrait à la prostitution devait donc être encartée avec. Avec des choses bien strictes, c'est-à-dire que pas le droit de se promener dans de nombreux quartiers de Paris, pas le droit d'être dehors de telle heure à telle heure, pas le droit de se montrer à leurs fenêtres, pas le droit de se promener en cheveux, c'est-à-dire sans chapeau. Elles n'avaient pas le droit d'aller sur les ponts de Paris. Elles n'avaient pas le droit, enfin c'était vraiment, elles étaient en prison dans leur ville, quoi, quand même. Et puis surtout, la police des mœurs pouvait se permettre de rafler régulièrement toutes les filles qui semblaient suspectes. Alors aux terrasses des cafés, dans la rue, sous prétexte qu'une jeune femme honnête ne sortait pas, notamment après une certaine heure,
toutes les femmes qui se retrouvaient là pouvaient être raflées. La façade, elle est claire. On ne peut plus, sous une république, défendre la moralité publique. Défendre l'ordre public, il n'est pas franchement menacé par des rassemblements, des manifestations de prostituées. Non, le prétexte, c'est bien sûr défendre la santé publique. Ce sont des intérêts de santé publique. On ne comprend rien à cette période si on perd de vue que le danger essentiel, c'est le danger de la syphilis. Il y a une véritable hantise de la contamination syphilitique et qui obsède les pouvoirs publics, les gens de la santé publique, l'armée aussi, bien sûr. Et cette obsession de la syphilis et du danger syphilitique, c'est le prétexte à la police des mœurs. La syphilis, le fléau des Amériques, ramené dans les soutes de ces caravelles par Christophe Colomb, un mal qui ronge les corps comme un stigmate de la corruption des âmes. Un mal qu'on ne saura guérir qu'avec l'arrivée de la pénicilline dans les bagages de l'armée américaine en 1944. C'est un fléau qui transcende les classes sociales. Il touche les rois aussi bien que les indigents, décime les armées, dépeuple les campagnes, avec un vecteur privilégié de propagation, les prostituées. Sous la Troisième République, les filles ont l'obligation de se soumettre à des contrôles médicaux, à intervalles réguliers, et faire tamponner leurs cartes par le médecin. Mieux, elles doivent chaque mois s'acquitter d'une taxe sanitaire pour financer ces examens. Lors des rafles, les femmes sont présentées de force à des médecins travaillant pour la préfecture qui, en quelques heures, doivent examiner plusieurs dizaines de patientes. Il faut imaginer quand même un médecin qui opère, il a moins de 2 minutes pour opérer une patiente, si j'ose dire. On imagine à quelle vitesse et dans quelles circonstances ça se passe. Et puis des médecins qui se sont préoccupés de la chose ont découvert que notamment le spéculum qu'utilisait le médecin était le grand responsable de la contagion syphilitique. Et puis alors si une femme est découverte syphilitique, la conséquence est assimilée non pas à un traitement mais à une punition, puisqu'on va l'envoyer dans cette chose incroyable qu'est cette prison hôpital qui s'appelle Saint-Lazare, où sous la direction et la surveillance de sœurs d'un ordre religieux dont on peut dire que la rigueur et la sévérité sont les caractères essentiels. Elles vont être soignées entre guillemets, puisque finalement c'est pas faire grand-chose, et gardées pendant plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, dans quelque chose qui ressemble fort à un internement et un emprisonnement. Saint-Lazare, Saint-Lago dans l'argot des prostituées, ancienne léproserie, antichambre de la guillotine sous la terreur. La prison Saint-Lazare suinte la misère la plus sordide par tous les murs. Tenue d'une main de fer par les sœurs de Marie-Joseph, placée sous l'autorité directe de la préfecture de police, la prison-hôpital est le cauchemar des filles de rue, tout comme le bagne de Cayenne est celui de leurs hommes. L'histoire de l'hôpital-prison est gravée sur le pavé des trottoirs, comme la fatalité est tatouée au front des bagnards. C'est de la prison que je t'écris, mon pauvre Polyte. Hier, je ne sais pas ce qui m'a pris à la visite. C'est des maladies qui se voient pas quand ça se déclare. N'empêche qu'aujourd'hui, je suis dans le tas à Saint-Lazare. Mais pendant ce temps-là, toi, vieux chien, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux t'envoyer rien de rien, c'est la misère. Ici tout le monde est décavé, la braise est rare. Faut 3 mois pour faire un navet à Saint-Lazare. Août 1914, l'Europe s'embrase. On part la fleur au fusil, récupérer l'Alsace et la Lorraine. Le pays a besoin d'hommes vigoureux et combatifs. Jamais la crainte de la syphilis n'a atteint un tel paroxysme, avec une victime expiatoire toute désignée, la prostituée. En 1914, les prostituées apparaissent comme des espionnes.
ce n'est plus seulement la tare de l'immoralité, c'est aussi la tare de l'antipatriotisme. Il y a une sorte de synthèse entre antipatriotisme, immoralité et morbidité, puisque la prostituée elle transmettrait la maladie vénérienne aux valeureux soldats français. Alors on le voit très nettement, ce fantasme, dès la mobilisation, puisqu'en août 1914, la Sûreté générale ordonne des rafles à Paris et dans toutes les maisons de tolérance de la zone de l'Avent. Les résultats de ces descentes, c'est on a arrêté quelques prostituées alsaciennes. Bon, alsaciennes, donc allemandes de nationalité, c'est tout ce qu'on a eu à se mettre sous la dent. Mais le fantasme de l'espionnite se poursuit avec la peur d'agents de l'ennemi qui diffuserait la syphilis, qui diffuserait la blénorragie pour affaiblir l'armée française, d'agents de l'ennemi, des prostituées qui seraient payées par l'ennemi, qui seraient soit allemandes, soit des Françaises dégénérées qui seraient payées par l'ennemi pour affaiblir les troupes françaises. Elles traîneraient aux alentours de la gare de l'Est, des gares du Nord, elles racoleraient les permissionnaires pour leur donner une bonne chaude pisse, une bonne syphilis, afin d'affaiblir la force, la vigueur du sang français, mais aussi de l'armée française. L'armée prend donc les choses en main, d'autant que la guerre s'enlise dans les tranchées. On finit par créer, à proximité du front, des bordels militaires de campagne que l'état-major confie à des entrepreneurs privés. À eux de fournir les filles, l'armée fournira les clients. Qui sont-ils, ces étranges commerçants? Ceux qui savent comment recruter des gagneuses et tenir une maison. Julots, souteneurs, macros de tout poil, bref, les beaux mecs du milieu. Ces tenanciers ont été recrutés dans le milieu des tenanciers de l'arrière, qui avaient déjà exercé à l'arrière. Et tenir un bordel militaire à l'avant, c'est un commerce florissant. Si vous avez une petite maison de tolérance en province, vous pouvez la laisser en gérance à quelqu'un de votre famille ou à un ami, et vous pouvez aller faire une fortune à l'avant. En plus, là, c'est un commerce d'État, vous ne serez absolument pas ennuyé par qui que ce soit, par la police, ni quoi que ce soit. C'est un commerce militaire. Bon, les tarifs sont peut-être fixés, c'est peut-être pas à un niveau très élevé, mais vous avez l'assurance de gagner des sommes folles. Vous avez des files d'attente devant les maisons de tolérance, des files d'attente parfois de 1000 hommes, 1500 hommes, 2000 hommes. Donc c'est vraiment l'abattage, un travail d'abattage extrêmement épuisant. Les femmes tombent d'épuisement, hein, disent les rapports. C'est ce qu'on appelle une sorte de le coup de feu. Hein, le coup de feu. Ce n'étaient pas des paresseuses. À la sortie de la guerre, la prostituée est une denrée qui a la cote. L'air du temps n'est plus à la rectitude républicaine. Les années sont folles et les profits des bordeliers aussi. Des fortunes se sont faites à l'arrière du front, à la sueur des filles, qui sont réinvesties dans les grandes maisons. Des maisons désormais trop chères pour n'appartenir qu'à un seul propriétaire. Des tours de table se constituent, réunissant malfrats, hommes d'affaires, personnel politique. Paris rayonne dans le monde entier de tous les feux de ces bordels. La Première Guerre mondiale les a mis en orbite, la Seconde va les propulser à un paroxysme d'indécence. Il va y avoir quand même l'âge d'or de la maison close. Enfin, en tout cas, le seul moment de leur histoire où elles vont être vraiment légales, ça va être la période vichiste, l'occupation. Là, à ce moment-là, il y a un décret qui va les officialiser, les institutionnaliser, on ne va plus être dans la simple tolérance, elles vont être légalisées et en grande partie se mettre au service évidemment de l'occupant. Les grandes maisons vont être réservées aux officiers et puis toutes les petites maisons closes de province ou d'abattage, etc., vont échouer, vont être dévolues à la troupe, aux soldats de la Wehrmacht, qui lui aussi a envie est loin de chez lui, du foyer, et a envie de se réconforter entre les cuisses des petites parisiennes. Juin 1940, l'armée allemande prend ses quartiers dans Paris. Hitler l'a dit, il veut faire de la France le lupanar de l'Europe, le plus grand bordel militaire de l'histoire, dédié au repos des fiers guerriers de la Grande Allemagne. Dès les premiers jours de l'occupation, les 13 principales maisons closes parisiennes sont réquisitionnées par la Wehrmacht. On en relève les plans, on en recense les filles, et on en rassure les tenanciers. Les Allemands n'ont pas pour objectif de les dépouiller de leurs établissements. Non, qu'ils continuent donc à faire ce qu'ils savent faire le mieux, de l'argent sur le dos de leurs pensionnaires. On a beau servir dans l'armée du Reich, on sait être correct, comme le dira plus tard la tenancière du Sphinx. Et de fait, les profits s'envolent. Dans les bobinards réquisitionnés,
le champagne coule à flot, le couvre-feu n'a pas cours et les très corrects envahisseurs ne regardent pas à la dépense. Qu'ils en profitent, les julots et les maquerelles, la paix qui vient sonnera leur glas. Les filles, elles, ne sont pas à la fête. Le contrôle sanitaire est plus strict que jamais. La chasse aux gagneuses des rues est implacable. Raflées, les insoumises sont internées dans des camps, comme ici à Jargeau, dans le Loiret, un camp de concentration, réservé aux femmes, où sont regroupées celles que le régime nazi juge indésirables. 600 places, 2000 internés. Traitées en paria par leurs co-détenus, les prostituées n'ont qu'une issue pour échapper à l'univers concentrationnaire, l'enrôlement dans les bordels militaires allemands implantés sur le front russe. Des centaines d'entre elles tenteront l'aventure, dont beaucoup ne reviendront pas. Et la mondaine dans tout ça, guerre ou pas, peu importe, l'œil de la police reste ouvert. Rafle de prostituées clandestines, surveillance discrète des maisons de plaisir, les flics des mœurs ne chôment pas, et sous l'occupation comme après la libération, ils continuent à rédiger des blancs. Un proxénète du quartier de l'Alma a compté parmi ses clients les plus assidus le chanoine Y. Le chanoine Y serait l'oncle de Madame de Gaulle. Ce renseignement est communiqué sous réserve, mais il paraît en tout cas certain que le prêtre et le général ont des relations suivies. Le chanoine aime avarier les plaisirs, 2 femmes, puis 3, puis un homme. Il sodomise et se fait sodomiser, indifféremment.